swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec notre cher Rust. Juste avant, nous parlons de My Sweet Protein parce qu'on vous prépare des trucs intéressants. Je pense. Ce qu'on appelle du sale. Ce qu'on appelle du sale, exactement, hashtag teasing, mais avant toute chose, avec le code La Sueur, c'est moins 40% sur tout le site MyProtein. Voilà, le lien est dans la description. Mon cher Rust, là aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler un petit peu de séries documentaires, enfin deux documentaires tout simplement sur le MMA, mais sur le sport en général, parce que là, on s'est pris une petite PLS avec The Last Dance. Ouais, The Last Dance. Donc, à la base, vous n'êtes pas sans ignorer derrière votre écran que Monsieur Guillaume, ici présent, est aussi fan de basket tout autant que de basketball. Et en fait, en réalité, donc, tu m'avais conseillé de mater et de suivre de très près The Last Dance, qui est donc un documentaire de 10 épisodes, en gros, qui est distillé chaque semaine par 2 épisodes conjointement entre ESPN et Netflix. Donc, vous pouvez le voir si vous avez Netflix. Et en fait, c'est sur l'équipe des Chicago Bulls pendant leur dernière saison avec Michael Jordan, Phil Jackson, enfin vraiment la fine équipe. Et en réalité, moi qui connais que dalle au basket, j'ai pété un câble tellement c'est hallucinant, tellement c'est bien fait en fait. Et la musique aussi. Oh, en fait, parce que c'est ESPN Netflix, ils ont eu des droits et la musique, ils ont été chercher du rap, du hip-hop old school, mais oh là là, ça fait kiffer. Mais tout fait kiffer en fait. Parce que comme on va en parler tout au long de ce podcast, un truc personnellement qui fait, mais c'est pas moi, je pense que c'est tout le monde, mais qui fait qu'un documentaire est réussi d'abord et avant tout, ce sont les personnalités des gens qui y a dans le documentaire. Et là, que ce soit les Scottie Pippen, que ce soit Michael Jordan, évidemment, les Phil Jackson qui de temps en temps font des petits... Et puis, il y a tout un tas d'intervenants, dont Barack Obama, quand même, Bill Clinton. Qui mettent, j'adorais Barack Obama, ils mettent pas ancien président des États-Unis, mais ancien résident de Chicago. Ah bah, il est d'abord résident de Chicago. Hein. Mais c'est vrai que et le documentaire est incroyable parce que si c'était mal fait, comme la trame est un peu décousue dans le sens où ils font des flashbacks, ils reviennent ensuite un petit peu dans le présent parce que ça se concentre sur cette saison-là qui est, il me semble, 97-98. Et ça se concentre donc sur cette dernière saison. Ils avaient déjà, les Bulls, remporté 5 titres de NBA. Ils étaient, il commençait à y avoir un petit peu de questions sur et après. Et donc Jerry Krause, qui était, alors c'est le propriétaire. C'est le general manager, c'est le dirigeant quoi. Ouais. Le dirigeant qui en gros, lui, il voyait déjà après, il était déjà en train de se dire il faut commencer déjà à remanier un peu l'équipe. À penser à l'avenir, et du coup il y a tout un tas de tensions qui se sont créées entre l'équipe qui est sur le terrain, évidemment, l'entraîneur et Jerry Krause, et honnêtement il y a tout quand on y pense, ça n'a aucun sens, enfin vraiment, tu vois, j'ai beau depuis en fait que j'ai vu le truc, et puis même tu sais, ça fait partie des histoires un peu qui traînent dans la NBA par rapport à ce mec-là. Jerry Krause qui a fait quand même un truc de ouf en mettant sur pied cette équipe. Mais comme ils le disent dans le documentaire, j'ai bien aimé l'espèce de syndrome du petit mec et qui de toute sa vie a envie de dire putain. C'est le Joe Dalton quoi. Mais tu te dis, c'est quand même incompréhensible. T'as Michael Jordan dans ton équipe. T'as t'as grosso modo l'équipe la plus importante de tous les temps en termes d'impact culturel. Et toi, tu te dis, non, ça va. Là, on leur laisse une année, puis ensuite c'est terminé. D'un point de vue business et d'un point de vue même, ne serait-ce que sportif, qui fait ça? Comment est-ce que tu peux te dire, je vais faire ça? Parce que au pire, tu peux être un petit peu l'envie du challenge et te dire, j'attends vraiment que ce soit la fin, comme dit Michael Jordan dans le documentaire. Enfin, laissez-nous défendre le titre jusqu'à ce qu'on le perde. Mais tu peux pas te dire, je vais casser cette équipe en 98. Donc là, c'est votre dernière saison. Enfin. Je sais pas, n'importe quel mec d'un point de vue business, jamais, surtout Michael Jordan, putain, c'est pas comme si tu avais genre, en équipe de France, tu vois, t'as Antoine Griezmann et tu te dis, on tente à Paris, on va prendre Kylian Mbappé, on va prendre un autre mec comme ça parce que t'as toujours mieux. Là, c'est comme si t'avais le Barça qui avait Lionel Messi et qui disait, mec, t'as 35 piges, on va te dire que ce serait peut-être bien que tu retournes en Argentine, quoi. Enfin. Ouais.
Après, et c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir le point de vue de Jerry Krause là-dessus, et c'est dommage. Alors, j'imagine qu'il est décédé parce que Oui, complètement. voilà, Ouais, il est décédé mais, en 2017. Ouais. en 2017, parce que j'aurais bien aimé, même des images d'archives ou n'importe quoi, avoir son point de vue justement sur le pourquoi est-ce qu'il a fait ça, parce que à la limite, ce qui peut-être se comprendre d'une certaine manière, c'est qu'il a voulu prévenir plutôt que guérir, et il a C'est ça. voulu relancer peut-être une nouvelle équipe avec, un peu comme Zidane, enfin comment dire, en 2006, tu vois, bon bah tu fais une équipe où il y a plein de nouveaux, mais il faut le daron, quoi, il faut le mec qui est là et qui est capable de cimenter par son talent, parce que c'est une expérience de fou, parce que c'est le meilleur du monde. Et il a peut-être voulu redémarrer une dynamique avant que l'ancienne ne se casse et donc que tout soit perdu, redémarrer une dynamique pour que ça reprenne, que grâce à l'inertie d'un Michael Jordan, cette nouvelle équipe puisse prendre du galon et en gros, qu'il n'y ait pas tellement de coupures, et peut-être qu'il avait en tête de relancer une équipe sur 5-6 ans sans Ouais. qu'il y ait de dip, en fait. Il a peut-être essayé de faire ça, et si c'est ça, à la limite, voilà, ça peut être répréhensible dans le sens où clairement c'est pas très humain, parce qu'il ne laisse même pas la chance, alors qu'il n'était même pas, il ne laisse même pas la chance aux joueurs qui avaient donc remporté tous ces titres d'aller jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et un peu comme je sais pas, tu sais, comment est-ce que les experts en hand, etc. Enfin, Ouais, c'est ça. laissez-les, quoi, laissez-les, c'est les meilleurs, laissez-les vivre jusqu'au bout, et puis en plus, si ça marche, ce sera une belle histoire. Et bon, sans spoiler, mais de Last Dance, il y a des chances que ça marche, on va dire ça comme ça. Et donc, Ah, ça a cartonné. Ça a cartonné. En gros, le non, je veux dire, Ah même, oui, même tu vois, il y a des chances que ça marche, je disais, même au niveau sportif, et on Ah sait que oui. ça a marché puisque, Oui. voilà. Ah oui. Mais oui, et évidemment, au niveau audience, ça a dû cartonner un peu. Ça a cartonné, mais mais non, mais ça a cartonné, ouais, parce que c'était donc le record d'ESPN pour un documentaire, c'était 3,8 millions. C'était un sortie for sortie, donc on va vous en parler de sortie for sortie sur Bo Jackson, qui était un joueur NFL qui a aussi fait du baseball et qui était, enfin, un athlète, c'était monstrueux. Il avait fait 3,8 millions. Et The Last Dance, les 2 premiers épisodes, ils ont fait donc en audience moyenne 6,1 millions de téléspectateurs, donc ça, pour le coup, ça a violé le record. Mais pour revenir d'ailleurs à justement ce que tu disais, le seul truc en fait que je trouve positif là-dedans, c'est que justement, au contraire des experts, au contraire de, tu vois, il y a pas mal d'équipes, tu vois, qui restent un petit peu trop longtemps. Et puis justement qui finissent par perdre. Enfin, il y en a vraiment plein dans le sport, ou même des athlètes, tu vois, qui restent, genre par exemple Federer, bon, il est toujours à un grand niveau, mais tu vois, c'est plus le Federer de la belle époque. L'avantage, c'est que là, au moins, les mecs sont partis en ayant le titre et qui nous laissent tous avec ce. Ah, ils auraient quand même pu en gagner 2 ou 3 de plus. Ils auraient pu faire ça. Ça t'évite d'être dans un truc où même Michael Jordan a été écorné, parce que si en 99 ils étaient repartis et qu'ils s'étaient fait souiller en finale par soit les Spurs, soit peut-être les Lakers qui auraient eu machin, tu te dis. La légende en prend un coup. Exactement. Là, tu te dis, bon, ça reste une équipe qui aura fait le perfect jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça te laisse quand même un petit peu déçu, parce que, pour le coup, et c'est ce qui s'est passé, c'est Michael Jordan, en fait, il n'avait pas prévu de prendre sa retraite en 98. Hein. Ce qui s'est passé, c'est juste que Phil Jackson s'est barré aux Lakers parce que, de toute façon, il avait plus qu'une année de contrat. Michael Jordan, il disait, c'est soit Phil Jackson, soit personne. Et c'était une époque, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que Michael Jordan, il n'a pas fait ce qui, en soi, là aussi, il aurait pu le faire, surtout que là, tu vois dans le documentaire que, mine de rien, il en a pas rien à foutre de son image, mais il est prêt à tout pour gagner. Donc, quelque part, tu vois, qu'il passe pour un salopard ou non, tant qu'il a la bague à la fin, de toute façon, c'est fini. Et puis, les gens oublient. Il aurait pu leur mettre un énorme coup de pression et dire, bon, les gars, soit vous faites ça, soit c'est terminé. Et finalement, il a laissé le truc passer, dans le sens où il n'a pas été poussé vers la sortie, mais tu vois, il s'arrête en 98 pour revenir ensuite avec les Wizards, où il était toujours bon, mais c'était plus que l'ombre de lui-même dans une franchise qui était un peu pétée. Ouais. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, parce que quand tu te dis qu'il est revenu avec les Wizards, il aurait pu jouer facile, entre guillemets, 4 ans de plus au plus haut niveau. Pourquoi pas être bien entouré et peut-être ajouter encore un petit peu plus de titres. Enfin, c'est très bizarre qu'il n'y ait pas eu ce coup de pression aussi de sa part, de dire, bon, non, les gars, on continue, et puis on continue quoi qu'il arrive. Ouais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, encore une fois, tu vois, bon, voilà, parce que j'y connais rien en basket, j'étais même pas au courant qu'il était revenu après pour jouer avec les Wizards. Ah, mais ça, personne ne doit le savoir, parce que c'est terrible. Mais justement, en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, je pensais qu'il avait arrêté du coup après 98, et c'est pour ça que dans ma tête,
la légende Michael Jordan, ça reste une légende absolue, hein. Et d'ailleurs, honnêtement, j'ai véritablement découvert Michael Jordan et je vais pas vous mentir, je le mets maintenant au pinacle, en fait. Je le mets je suis à 2 doigts d'en mettre un poster dans ma chambre, vraiment, parce que ça me motive, tout comme des citations de Jocko Willink ou quoi me motivent, ou de Marius. Ben, c'est un mec, depuis que j'ai vu que c'était en gros un disciplinarien, que c'était un mec qui était... voilà, il a tout fait. Il a tout fait pour réussir, mais avec la méthode, avec la discipline, le mental, c'était un gagneur, bien éduqué en plus, ce qui est quand même assez stylé, parce qu'il est éloquent, il parle bien. Et honnêtement, je savais que c'était une légende, mais j'ai découvert le mec ultra stylé derrière la légende. Et franchement, bah, rien que pour ça, c'est génial, quoi. Enfin, Michael, et même, honnêtement, même Scottie Pippen, voilà, pour l'instant, parce que du coup, c'est sur lui aussi que c'est un peu concentré l'épisode 2. Pareil, je connaissais pas du tout. Et le mec, il a une histoire de dingue avec son frère et son père qui étaient handicapés, avec le fait que c'est vraiment un mec qui charbonne, mais en même temps, c'est le numéro 2. Enfin, c'était le numéro 2 à l'époque, mais il a des problèmes de paye, etc. Parce qu'il voulait être assuré d'avoir un certain salaire pour justement subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il y a des mecs tellement stylés que honnêtement, rien que pour ça, il faut regarder le documentaire, quoi. Complètement. Et c'est pour ça que vraiment, je trouve que la série est vraiment cool. C'est que et il va y avoir dans les prochains épisodes, tu en auras un sur Phil Jackson, sur Dennis Rodman, sur Steve Kerr aussi, où en fait ils font les backstories de quasiment chacun des mecs. Donc c'est pas juste pour les mecs, voilà, qui sont en mode ah bah putain, c'est vrai que la dernière saison des Bulls c'est cool, mais tu vois, j'en ai un peu rien à foutre. Ce qui est cool, c'est que justement ça permet de découvrir tous les mecs comme ça. Et dans cette équipe, tu as des histoires, genre c'est Dennis Rodman, pareil, le mec il était SDF après le lycée, quoi. Et et finalement, il a fini par se taper Madonna et puis être coéquipier avec Michael Jordan. Ce qui est quand même assez... Ouais, il s'est tapé Madonna. Je pensais qu'il était gay, moi. Ah non, après, il a essayé pas mal de choses. Mais non, mais lui, pour le coup, sa vie, c'est un truc... mais en fait, et c'est là, en fait, et c'est là où c'est extraordinaire, et c'est là où ce documentaire, il casse des culs, c'est qu'en gros, c'est un rassemblement, cette saison 97-98, mais parce qu'ils étaient là avant, mais c'est un rassemblement de gens tellement extraordinaires que forcément, ça ne peut que rentrer dans l'histoire. Et en plus de ça, évidemment, ils ont remporté le titre, mais c'est tellement un conglomérat, une ligue des gentlemen extraordinaires que de toute façon, on dit toujours que c'est les gens qui ont des histoires où il y a des hauts et des bas et où forcément ils se cassent la gueule, ils reviennent, etc. C'est ces gens-là qui sont les plus inspirants, c'est ces gens-là que tu suis et qui te transcendent, qui te poussent à te dépasser, etc. Et ben là, tu as l'impression que c'est une équipe, il y a que des gens qui ont une histoire tellement extraordinaire qu'elle t'inspire. Donc quand tu as une équipe où tu as 5, 6, 7 mecs qui sont comme ça, je veux dire, c'est hallucinant, c'est du délire, quoi. Non, c'est clair. Et puis, non, franchement, elle est ouf. Cette série est vraiment dingue parce que c'est le côté. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est bon. Là, pour l'instant, en plus, les 2 premiers épisodes n'ont pas exploité tout le côté. Tu as eu un crew qui a filmé, qui a suivi toute la dernière saison des Bulls où vous allez avoir des moments complètement dingues. Là, tu as aussi ce côté, par exemple, toutes les premières saisons de Michael Jordan, dont le fameux épisode où le mec arrive blessé, il fait bon, ok. Bon, je vais vous montrer quand vous me faites jouer Full Blast et tout ça. Mais les trucs où. Pareil, mine de rien, ce côté-là, ça aussi, c'est complètement dingue. Parce que... Et c'est là que tu vois qu'il y a plein de trucs où tu n'as pas la. Comment il n'y a pas du tout ce facteur raison qui a été pris en compte. Parce que d'un point de vue business, là encore, les Bulls, le fait de faire jouer Michael Jordan, en 86, quand il fait ses playoffs de ouf. 86. Non, c'est pas 86. Peut-être 86, je sais plus, je me trompe. Je crois que c'est 84, j'ai en tête, mais. Non, 84, il est sélectionné, mais tu sais, dans la saison, il se blesse le pied. Où il se blesse ah oui, pied. Ok, je sais pas. Et en gros, tu sais, où justement, il revient, ensuite, il défonce les Celtics à lui tout seul, même s'ils perdent à chaque fois, mais il bat des records de points. Là aussi, en fait, les Bulls, s'ils ne se qualifiaient pas pour les playoffs, ils avaient autant. C'était l'époque où, en gros, les dernières équipes, elles avaient autant de chances, toutes, d'avoir le premier choix de draft. Donc, en gros, quand tu n'étais pas qualifié en playoff, tu pouvais avoir la prochaine superstar. Et les mecs ont craqué sous la pression de Michael Jordan pour faire les playoffs et pour se retrouver face aux Celtics où c'était sûr à 120% qu'ils allaient se faire démonter parce que les Celtics, c'était la meilleure équipe de la ligue et peut-être même l'une des plus grosses équipes de toute l'histoire. Mais parce que Michael Jordan leur a cassé les couilles, ils ont fait les playoffs, ce qui leur a fait vraisemblablement manquer un putain de choix de draft. Tout ça pour se faire défoncer. Mais à la fin, tu retiens quoi? C'est que Michael Jordan a fait des putains de scores
en se faisant sweeper par les Celtics. Mais le truc, c'est que surtout, en fait, c'est pour ça que c'est légendaire. Et vraiment, le terme, là, c'est légendaire. C'est que c'est une leçon de vie, en fait, ce qu'il fait dans ce documentaire. Il te met des calottes de leçons de vie derrière la tête à toutes les secondes. Là, tu vois, exactement pour tout ce que tu viens de dire, la décision business qui aujourd'hui serait prise, enfin, j'ai du mal à croire, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, de tout ce qu'on voit en MMA, et je ne sais pas si c'est pareil en basket, mais aujourd'hui, c'est encore plus business first. Et ça l'était déjà à l'époque. Et le fait que lui dise non, c'est du sport et on est là pour gagner. Et on est là pour gagner quoi qu'il arrive et on va chaque match, parce que du coup, ils le disent et c'est tellement stylé, ils jouaient chaque match, même quand c'est en France, que tout le monde s'en bat les couilles, etc., comme si c'était le dernier, parce que quelqu'un qui ne l'aurait pas vu jouer aurait vu un Michael Jordan qui, à moitié, etc. Donc non, Michael Jordan, tous les matchs, il est à fond. Donc déjà, rien que ça, c'est une leçon de sport, c'est une leçon de comment aborder la vie, comment aborder les choses. Et voilà, et au moment où justement, je pense que tout le staff et disons les dirigeants ont dû lui dire non mais là c'est pas le moment, là, on sait qu'on va se faire poutrer, toi aussi au fond de toi tu sais que vous allez probablement vous faire poutrer, donc lève un peu le pied, c'est pas très grave. Et non, et justement Michael Jordan, parce que c'est cet homme d'exception, a décidé non. L'important, c'est pas de faire des calculs là, d'apothicaire. L'important, c'est on se donne, quoi qu'il arrive, toujours à fond, parce que le sport, c'est ça, et la vie, c'est ça. Tu vois. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Quel que soit votre sport, c'est magnifique. C'est clair. Non, mais complètement, mon cher. Et puis surtout que le mec est finalement à la fin réussi. Parce que c'est ça aussi, parce que tu as tellement d'histoires de mecs comme ça qui font. Et le gars arrive à. C'est surtout ça qui est bien, je trouve, c'est de voir qu'en soi, il a une histoire. T'as tellement de personnages inspirants comme ça, on va en parler après dans le MMA, dans les sports de combat, ou même Mike Tyson, où forcément, tu vois, t'es forgé par une enfance qui est traumatisante, donc quelque part, t'en ressors, et t'es un espèce de mec qui est, finalement, t'es une machine, mais les gens comprennent pourquoi. Là, c'est juste que le gars, en fait, il avait une rivalité de ouf avec son frère, mais ça pourrait très bien être moi avec les membres de ma famille, toi avec les membres de ta famille, ou en soi, voilà, c'était une famille qui était quelque part comme toutes les autres, il était même dans une bonne situation, c'est juste que chez lui, il y avait ce côté compétition à fond. Et c'est ça qui est aussi inspirant, c'est de se dire, vous n'êtes pas obligé de venir du fin fond ou d'avoir vécu des traumatismes et tout pour ensuite tout cartonner, quoi. Ouais, c'est vrai. Même si évidemment, il y a quand même il en parle, tu sais, le fait que, en fait, et ça c'est intéressant d'ailleurs, le fait qu'avec ses frères, il se la mettait, et comme ça. John Jones et comme Fedor, enfin, il y a peut-être un truc à creuser quand même. Enfin, quand tu es élevé dans une fratrie où vous êtes sur la gueule constamment, et en plus, généralement, c'est le petit frère, parce que Fedor est le petit frère, parce que John Jones est le petit frère. Il y a toujours un truc, que ce soit au niveau, donc Jordan en parle, de la reconnaissance que tu essaies de trouver auprès de tes parents, mais comme le grand frère te met des branlées, tu ne la retrouves pas, donc tu es obligé d'être un compétiteur. Il y a un truc quand même à creuser. Et il dit aussi que j'ai oublié le nom du bled dans lequel ils étaient, mais évidemment, il y avait évidemment du racisme, et c'est ce qui fait qu'en gros, il le dit, j'avais qu'une envie, c'était de tout faire pour me barrer d'ici quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de facteurs qui font que, en gros, ça a forgé sa compétitivité. Il y a des mecs comme David Goggins, là, tu dis, c'est des gars, ils ont tellement des histoires, c'est juste triste à tous les niveaux. Enfin, le mec, il se fait souiller à l'école, il se fait souiller par son père, il a un beau-père qui arrive et qu'il aime bien, il se fait buter. Enfin, il y a des gens, leurs histoires, c'est que du côté sombre. Là, c'est vrai que Michael Jordan, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, il a été bien éduqué. Sa mère le dit. Moi, l'important, c'était l'éducation. Il a été bien éduqué. Il a pas manqué il a manqué de rien. Et sauf que, parce que le fer contre le fer avec ses frères, c'est devenu un compétiteur dans l'âme, visiblement avec beaucoup de talent, mais surtout, comment dire, une work ethic, une éthique de travail complètement comme personne d'autre. Et voilà, voilà, vous comprendrez comment est-ce que un monstre devient un monstre, quoi. Exactement. Enfin bref, on vous conseille très très chaudement cette série, et puis surtout pour avoir, moi la seule crainte que j'avais au début et qui a très vite été dissipée, c'est comme Michael Jordan coproduit, et c'est lui en fait qui devait donner son veto pour, enfin son accord, n'importe quoi, son accord pour faire la série, parce que les images datent de 20 piges, chaque fois il demandait et il faisait non, jusqu'à ce que Michael Jordan dise ok. J'avais peur que ce soit un petit peu un espèce de coup de promo en fait pour lui, pour dire écoute LeBron, t'es gentil, mais regarde, c'est moi le GOAT, t'es ferme là. Alors qu'en fait on voit vraiment bien, même dès les premiers épisodes, que il
n'y a pas du tout cette volonté chez lui d'avoir cette image de Michael Jordan, l'icône, le mec parfait et tout, quoi. Ça le Ouais, montre vraiment tel qu'il était. ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, alors, et là vraiment, ne me jugez pas parce que je les ai pas vus, mais c'est des articles que j'ai lus dessus. Il paraît que le documentaire sur Elton John et le documentaire sur Bohemian Rhapsody, il paraît qu'ils occultent un petit peu des épisodes Oui, qui auraient pu complètement, être un peu sombres. complètement. Les Et films, ça, tu je veux trouve dire? les Ouais, films, pardon, les films, excuse-moi, ouais. ouais, Ouais. complètement. Et ça, je C'est trouve clair. que c'est pas honnête. Et au-delà du fait que c'est pas honnête, mais c'est compréhensible humainement parce qu'ils veulent se donner la meilleure image possible. Ouais. C'est même dommage du point de vue. On veut comprendre comment est-ce que comment ces personnes-là deviennent ces personnes-là. Et si tu occultes des détails, même si ça ternit un peu l'image, ça casse tout, quoi. Et c'est là où c'est vraiment dommage. Nous sommes bien d'accord, mon cher Rust. Maintenant, on va parler de la suite parce que c'est vrai que là, il y a pas mal de documentaires en ce moment qui se font parce que c'est sans doute aussi grâce à Netflix, c'est vrai qui a un petit peu propulsé tout ça. Et on voulait parler de quoi, mon cher Rust? Peut-être de choke? Alors voilà, en fait, là, donc, on fait un gros truc MMA et puis après, on revient sur des documentaires un peu sportifs. Oui, Ouais, oui, ok. allez. Bah, évidemment, si vous êtes un fan de MMA, le documentaire avec un grand L et avec un grand E, c'est Choke. C'est le documentaire qui a donc mis en scène Rickson Gracie, qui est considéré, mais par tous, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat en fait. Par tous, Rickson Gracie est considéré comme le meilleur pratiquant de jiu-jitsu brésilien, la plus grosse légende de l'histoire du sport. MMA, c'est autre chose, mais en jiu-jitsu brésilien, les mythes et légendes, alors évidemment, Mais ce oui. sont des mythes et légendes, donc il faut faire la part des choses, etc. Mais quand même, euh, il doit quand même y avoir un sacré fond de vérité pour que tout le monde s'accorde à dire que quand ils ont tourné avec Rickson ou qu'ils l'ont vu tourner, c'était irréel. Et donc c'est un documentaire qui se base sur lui pendant qu'il était au... Alors je sais plus, je crois que c'est la première édition du Pride. Et en gros, c'est Rickson Gracie au Pride. Et donc c'est un focus sur lui avec un petit peu aussi sur les autres combattants parce qu'il faut faire leur backstory, etc. Mais pareil, alors là, ils vont un petit peu moins dans le passé de Rickson Gracie. Ils se focus uniquement sur la personne que c'est devenu. Et en gros, vous allez voir un samouraï. C'est-à-dire que, comme dirait Joe Rogan, en fait, il y a beaucoup. Alors, pendant que Guillaume fait un peu de bricolage, il y a, il y a- il y a beaucoup de gens qui parlent de ce mindset de samouraï. Ouais, moi je m'entraîne, machin, je suis. Voilà ce que je fais, mon programme, mon truc. Et ils veulent se donner l'image d'un mec hardcore, lui, il y a zéro fake. C'est un samouraï. C'est peut-être un des derniers samouraïs. Quand il va s'entraîner et qu'il va juste, vous allez voir, il y a un moment dans le passage, dans le documentaire où il va comment ça s'appelle, une fontaine gelée parce qu'il y a de la neige, le truc, la fontaine. Enfin vraiment, ça doit être un truc. Normalement, quand tu passes dedans, t'as le voile noir direct et tu fais une PLS, tu vois. Et ben lui, il y va justement pour se tester. Alors évidemment, ça doit avoir des bénéfices, mais il y va simplement parce que c'est une épreuve, parce que pour lui, il n'y a pas un moment qui n'est pas en rapport avec prendre soin de son corps, de s'améliorer toujours, devenir le plein potentiel, devenir La meilleure version de soi-même. voilà, exactement, devenir la meilleure version de soi-même. Et toute sa vie, il l'a fait en rapport avec ça. Et il ne prétend rien, Rickson Gracie, il est, tu vois. Et honnêtement, ce documentaire, c'est vraiment, c'est ça, quoi. Vous allez découvrir quelqu'un qui devrait être, voilà, un super-héros, quoi. C'est un Marvel, Rickson Gracie. C'est la substantifique moelle des arts martiaux. Et on saurait que chaudement vous le recommandez. Qu'avons-nous d'autre, mon cher Ross, dans la... Alors, j'en pense à un et je vais le dire vite fait parce qu'en fait, d'ailleurs, j'y pensais pas avant, mais il y a un documentaire. Alors, c'est le 100 Man Kumite, c'est-à-dire 100 man, 100 hommes. Kumite, c'est au Kyokushin et c'est un gars. Oh la vache, je vais être obligé de le reprendre. En gros, c'est un Australien, une légende du Kyokushin. Et en gros, c'est un documentaire, il est sur YouTube, qui suit ce gars-là. Et pareil, en fait, c'est parce que c'est au moment où j'ai dit c'est un Marvel, c'est parce que lui, c'est pareil. C'est un gars, il fait que rien, c'est mais un char d'assaut. Par contre, il est stylé, il est stock, il est charismatique, Rickson Gracie. Ce mec-là, c'est un Panzer. C'est Judd Red, voilà. Judd. REYD. Et vous tapez 100 Man Fight et vous allez tomber sur le documentaire de 1 heure.
Et en gros, bah voilà, vous allez encore une fois, si ce que vous cherchez, c'est des personnes qui vous inspirent, des personnes qui, voilà, il y a pas d'excuses, il y a rien. C'est on s'entraîne, on se plaint jamais. Et voilà, Judge Dredd, c'est peut-être un des Kyokushinkai les plus hardcore qui ait existé. Il a la personnalité d'un nounours, mais il est tellement, tellement stylé. Et voilà, c'est une plongée un peu dans l'esprit Kyokushin, mais voilà, il s'entraînait aussi en Muay Thai, il faisait pas mal de trucs. Et il faisait aussi d'ailleurs un peu de grappling de MMA parce qu'il voulait être complet. Et voilà, c'est un super documentaire. Et sinon, alors bah, on est obligé de passer par les légendes, évidemment, encore. Cro Cop. Donc, le truc, c'est que Mirko Cro Cop, alors là, je n'apprends à personne qui est Mirko Cro Cop, naturellement, mais il y a. Donc, c'est une légende du kickboxing, puis une légende du MMA lorsqu'il a fait la transition. Et c'est aussi une légende parce que c'est un mec, il a une personnalité de dingue. Et c'est un gars qui fait des vannes, mais des. Et puis surtout, mon cher Ross, qu'on oublie quand même, Crocop, c'est vrai que ça, c'est un truc qui revient assez rarement. Et il faut que Rust nous en parle. C'est un, d'où vient son surnom, et deux, ce qu'il a fait avant d'être combattant. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est un des rares. Ouais, je pense que c'est même un des rares où, pour lequel, tu vois, la carrière de combattant a dépassé à la base l'histoire qui est quand même exceptionnelle. Ouais, en fait, à la base, Mirko Cro Cop, c'est quand même un gars. Alors, au-delà, il y a. Oh là là. En gros, son enfance, déjà, à Mirko Cro Cop, donc, il est croate, il habitait avec ses parents et qui étaient des gars qui étaient. Des gars, donc son père et sa mère. Il était dans une famille qui était. Voilà, c'est vraiment. Ça charbonnait, quoi. Je ne sais plus quelle était l'étape de ses parents, mais il ne roulait pas sur l'or. Mais. Voilà, il n'était pas non plus à la rue, mais voilà, c'était des conditions un peu difficiles et surtout, il n'avait pas de matos ni quoi que ce soit pour s'entraîner. Seulement, il a vu des films de Jean-Claude Van Damme, des films de Bruce Lee, mais surtout Jean-Claude Van Damme, et il s'est dit, quand il était petit, ok, je veux devenir ce gars-là. Et il faut d'abord savoir que voilà, Mirko Cro Cop, c'est quand même un gars qui se construisait ses propres haltères en faisant couler du béton dans des seaux pour en faire des trucs, et puis après il faisait des tractions sur ses poutres, et puis aussi il s'entraînait en plein hiver, il s'entraînait tous les jours de toute façon, toutes les nuits il faisait 300-400 kicks pour s'entraîner, il le dit lui-même, et puis les moments où, parce que c'est la Croatie, hein, c'est vrai qu'on n'est pas au Cap d'Agde, donc forcément, il y a des moments où il neige, forcément il y a des moments où il y a 2 mètres de neige, et quand il y a 2 mètres de neige, c'est pas une raison pour ne pas s'entraîner. Alors le problème, c'est que il y a un tapis, oui, mais quand le tapis est couvert de neige parce que le garage n'a pas de toit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut enlever la neige à la main. Et puis, comme il est pieds nus, forcément, il fait des kicks sur un tapis imbibé par moins 15 degrés avec des high kicks 300-400. Donc, ça, c'est Cro Cop. Depuis qu'il est petit, de toute façon, il est né pour être un seigneur de guerre, en fait. Et on parle même pas des anecdotes avec Brendan Schaub dans les vestiaires, les trucs comme ça. Ce mec est une anecdote humaine. Et puis, après ça, donc, il va à l'armée. Pendant qu'il est à l'armée, alors il me semble qu'il est embauché et qu'il commence à acquérir des connaissances pour devenir télégraphiste. Alors je sais plus comment ils appellent ça, mais un mec responsable des communications en fait. Et en parallèle, évidemment, qu'il avait continué ses entraînements de fou furieux. Il y a un mec qui lui dit à l'armée, mais le problème c'est que bon, tu seras peut-être un bon responsable des communications, il n'y a pas de doute, mais je pense que tu peux devenir quelqu'un d'unique dans les sports de combat. Et donc il lui donne une sorte de carte blanche pour aller s'entraîner full-time en combat. Et donc il le fait, et en parallèle quand même il continue sa carrière dans les forces armées, et il est engagé dans une unité antiterroriste des forces spéciales croates, donc l'ATJ Luchko, si je me souviens bien. J'ai même le t-shirt, hein, je ne vous cache pas. Et donc voilà, alors je sais plus, j'ai pas trouvé la source parce que j'ai entendu dire qu'il était le leader de cette unité antiterroriste. J'ai pas trouvé la source, donc ça n'est pas sûr. Mais en tout cas, le fait qu'il était dans une unité antiterroriste, alors ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est parfait, vous le voyez en fait un petit peu dans le documentaire. Et le documentaire, honnêtement, voilà, dès que vous êtes un peu triste ou vous avez un truc qui ne va pas, mater ce documentaire de Cro Cop. Alors, ça se concentre un petit peu sur sa vie de tous les jours, sur comment est-ce qu'il vit avec sa famille, il fait des blagues, il fait des machins. Donc, c'est un petit peu sur ça et un petit peu aussi sur sa carrière de combattant et sa carrière dans les forces spéciales. Vous tapez sur YouTube Cro Cop Story. Alors, c'est sous-titré en anglais, même si c'est en croate. Mais juste, vous allez découvrir Cro Cop, en fait. Vous allez découvrir qui est cette légende qu'est Cro Cop. Et franchement, il y a des passages, mais il y a des... Non, c'est fou.
Ah non, mais il y a des passages tellement ouf, mais des passages mais tellement marrants, mais c'est un truc. Honnêtement, c'est peut-être un des mecs les plus drôles que je connaisse dans le monde du MMA, Mirko Cro Cop. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire qu'il faut avoir vu absolument. Vous allez être mis dans le bain dès les 2 premières minutes, ça claque vanne sur vanne. En plus, ce qui est cool, c'est que je vais essayer de m'arrêter parce que le problème, c'est que quand ça part sur Cro Cop, c'est compliqué de s'arrêter. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que euh, même aujourd'hui, alors maintenant il combat plus, mais en gros il continue à s'entraîner et ça reste un enfant en fait dans sa tête, c'est génial. Il joue au ping-pong, il déteste tout ce qui est nouvelle technologie, il n'aime pas prendre l'avion, donc c'est vraiment un mec à l'ancienne. Quand il s'amuse, c'est avec des bouts de bois, un cerceau, un truc d'eau froide. Voilà, il s'amuse avec rien. Il a gardé un petit peu cette âme d'enfant et c'est juste génial. Ça fait du bien en fait. C'est rafraîchissant de voir des vrais comme ça à l'ancienne, mais qui sont pas non plus des rustres, quoi. Donc franchement, voilà, Cro Cop Story sur YouTube, ça dure 1 heure, pareil. Vous allez kiffer à mort. Et donc Crocop qui vient de Croatian Cop, bien évidemment. Oui. Mon cher, c'était oui. Voilà, donc Cop, ça veut dire policier, et donc Voilà. le policier de Croatie. Donc Cro Cop, ça n'est pas son nom, puisque son nom c'est Filipovic, c'est Mirko Filipovic. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que Crocop c'est quand même beaucoup plus stylé. On avait quoi d'autre? Alors, on peut dire très rapidement, alors c'est une chaîne YouTube et je pense qu'une majorité aussi de vous la connaît. C'est une chaîne, donc Anatomy of a Fighter, ça s'appelle. Et en gros, c'est un gars qui, j'ai oublié son blaze malheureusement, qui fait, en fait, il suit des combattants. Ouais. Et il les suit chez eux et il a fait en particulier une série avec Khabib Nurmagomedov, donc dans son qu'il a au Daghestan à Eke, mais surtout au Daghestan, donc ça s'appelle les Daghestan Chronicles et vous allez découvrir Khabib dans sa vie de tous les jours avec sa famille, chez lui au Daghestan, comment il est avec les gens, comment il est, quelle relation il a avec son père, quelle relation il a voilà avec son pays. Et pareil, même si vous n'êtes pas fanatique de Khabib, vraiment ça vaut le coup, ne serait-ce que pour votre culture et puis pour le passage du espèce de basketball. Voilà, parce que bon, évidemment, donc voilà, ce sont des combattants du Caucase, donc des Spartiates, hein, on pourrait dire presque du Caucase, et on peut pas simplement jouer au basket quand on est daguestanais. Et donc en fait, ils font du basket, mais en même temps, ils se mettent des énormes taquets de rugby. Comme au top 14. Mais c'est quoi? C'est sur des tatamis, je crois. Hein. C'est ça? Non, c'est sur un terrain de basket. Alors, ils se mettent pas. Mais t'as pas de dribble. Je crois que t'as pas de dribble, c'est ça? Ah oui, de toute façon, ils n'ont pas l'air d'avoir les compétences en basket pour faire. C'est ça qui est génial. En revanche, ils ont les compétences pour se mettre des énormes caramels. Donc voilà, ils se mettent au sol. Alors évidemment, ils ne se font pas des plaquages cathédrales non plus, mais voilà, c'est du basket un peu hardcore, quoi. Basket à la daghestanaise. Et effectivement, il a popularisé un peu ce sport pour ce documentaire, et c'est vraiment assez marrant. Donc il y a plein de trucs à voir dans Daghestan Chronicle. Voilà. Et pour le MMA, parce que ça va à peu près, on aurait pu parler des trucs sur McGregor. Là, je ne l'ai pas vu, mais d'après ce Complètement, c'est un petit peu surfait. Enfin, je pense là pour le coup que les gens qui l'ont sûrement vu, parce qu'à mon avis, la plupart d'entre vous ont vu soit Daghestan Chronicle ou The Notorious, le documentaire sur McGregor. Et je trouve, là pour le coup, c'est un peu comment on va dire, l'inconvénient que n'a pas The Last Dance de Michael Jordan, c'est là on sent vraiment que c'est produit par Conor McGregor, donc McGregor Sports and Entertainment, parce que voilà, c'est McGregor toute l'ascension. Ensuite, il y a la défaite contre Nate Diaz, puis le retour pour la revanche, et ça s'arrête là. Donc déjà, il y a ça comme inconvénient, c'est que ça s'arrête là, alors que le documentaire est sorti, je crois, c'était en 2017. Donc il y avait eu tout l'UFC 205 qui aurait été intéressant. Plus ensuite dire, il a nettoyé la catégorie lightweight, et puis grosso modo, fait le job à l'UFC, c'est terminé. Donc il y a ce petit côté où vous dites, j'aurais aimé un petit peu en voir plus, et vous pouvez être certain que comme il a eu plus d'argent pour l'UFC 205, bien évidemment qu'il y a eu le caméra crew et qu'il garde ça pour le deuxième épisode de The Notorious 2 pour justement qu'il fasse ça quand il y aura la revanche contre Khabib et puis sortir ça en 2022. Mais donc voilà, on reste un peu sur notre fin. Il y a quelques insights sur le début de sa carrière, notamment quand il vivait chez ses parents avec T. Devlin, où là c'est intéressant. Mais pour le reste, c'est que des images que vous avez vues grosso modo dans les countdowns de l'UFC ou dans divers documentaires. Il n'y a pas, je trouve, à mon sens, pas trop de valeur ajoutée. Et puis, il n'y a aucun moment où vous dites « Ah, il a réussi à faire ça ». Ou, par exemple, le moment, moi, j'aurais trouvé ça hyper intéressant, après la défaite contre Nate Diaz, voir comment il s'est reconstruit, parce qu'il a eu une super attitude. On en avait parlé avec Ross, justement, façon Dominique Cruz, quand il a perdu contre Cody Garbrandt.
le gars, ok, il a perdu, il était attendu au tournant, il arrivait favori, il perd, mais vraiment, il assume sa défaite. Et justement, voir tout ça, tout le processus, pour revenir, pareil, ça, il l'exclut complètement pour se concentrer sur ce qui se passe grosso modo dans la cage. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que si vous êtes fan, soit vous avez vu le combat sur l'UFC Fight Pass, soit sur la chaîne YouTube de l'UFC, ou soit par d'autres moyens tout simplement. Donc, voilà, moi, je suis pas forcément convaincu. Mais après, les images sont superbes, par contre. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas autant un insight que ça aurait pu. Donc voilà, si en plus vous êtes déjà un petit peu familier, il y a des chances que vous le soyez sur Conor, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Donc voilà. Et puis pour ce qui est du MMA, alors il y en a sûrement d'autres que vous allez nous rappeler, j'imagine, en commentaire, mais pour ce qui est du MMA, en tout cas, c'est tous ceux auxquels on a pu penser, disons, de qualité en fait, surtout. Parce que c'est ça qu'on voulait vous donner, c'est des documentaires qui peuvent vraiment vous changer et qui peuvent vous apporter quelque chose. Donc pour ce qui est du MMA, voilà, je pense qu'on est pas mal. Complètement, mon cher Rost. Et puis, ah oui, on voulait finir avec aussi The Hurt Business, qui est sur Netflix, et qui, pour le coup, lui, il est pas, je mettrais pas dans la même catégorie que Choke ou The Last Dance ou les superbes documentaires, mais ce qui est bien, c'est que ça montre en fait tout le côté, et Rost en avait très bien parlé avec le film sur Will Smith, c'est pas vraiment documentaire, mais on va dire c'est adapté de Ferrell, donc c'était Concussion sur justement la NFL, où là c'est tout le côté donc The Hurt Business sur un sport justement qui fait mal au corps et comment vieillissent les combattants, et c'est là où justement ils ont pu suivre Gary Goodridge aujourd'hui, et où vraiment ça fait pas mal froid dans le dos. Il y a aussi John Jones qui est au début, qui parle un petit peu, donc c'est assez sympa parce qu'ils ont eu des superbes intervenants là-dedans. Ouais. Donc il est pas parfait, mais on va dire l'avantage, c'est de toute façon, dès que vous avez un documentaire où vous avez les meilleurs du sport, et puis quelques cas comme ça qui sont quand même assez exceptionnels ou qui permettent vraiment de mettre le doigt sur un problème par rapport au sport, forcément ça résonne beaucoup plus. Ouais. Et pour ça, je trouve qu'il est intéressant. Ouais, ok, bah je l'ai pas vu, mais... Et est-ce que notre cher Russ peut parler, parce que là, il y a le MMA, mais il y a aussi la boxe. Et puis il y a le fameux film, donc il y a le documentaire film Tyson, que Russ a poncé, mais comme jamais. Comme Jaja, ouais, de James Toback. Ouais, bah en fait, ce documentaire-là, alors c'est très simple. Déjà, c'est très simple. Vous devez le regarder. Oui, bah, tout simplement. Mais si vous n'avez jamais vu de documentaire ou quoi que ce soit sur Tyson et que la personne vous intéresse, alors déjà, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Je pense qu'en tapant Tyson Intimidation, donc intimidation, vous allez tomber sur un extrait où Tyson parle de comment est-ce qu'il est avant dans le vestiaire et puis comment est-ce qu'il est une fois qu'il rentre sur le ring. Once I'm in the ring, I'm a god. Donc quand je rentre sur le ring, je deviens un dieu. Avec comment dire ce passage, cet extrait de quelques secondes où c'était Tyson à la fin de sa carrière, mais qui était revenu pas mal motivé contre un Irlandais dont j'ai oublié le nom. Et c'est le fameux extrait où en gros il est comme ça, c'est pendant le face-à-face, et le mec bouge comme ça et Tyson le regarde comme ça. Voilà, vous l'avez sûrement vu. C'est pas un Irlandais, c'est quand il revenait le premier combat en sortie de prison. Il est pas Irlandais, le mec ? Je crois qu'il est pas Irlandais. Non, Irlandais, c'est le dernier. Oui, exactement. Absolument. Donc je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, en tout cas, voilà. Et donc, si vous n'avez pas vu cet extrait-là, regardez-le. Et si cet extrait-là commence à vous mettre des petits papillons dans le eh ben regardez le documentaire. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez donc apprendre l'histoire de Tyson avec des super images. Ouais. Sa relation avec Cus D'Amato, son début de carrière, un petit peu sur son enfance, même si dans ce documentaire particulier, il ne s'étale pas tellement sur son enfance. Un petit peu, mais tout ce qu'il a révélé ensuite dans les années d'après, parce que le documentaire a au moins 10 ans, au moins. Ouais, c'était 2008 ou 2007. Ouais, voilà, un truc comme ça. Donc voilà, on ne parle pas du fait qu'il s'est fait molester, on ne parle pas de tous ces trucs un peu sombres. Mais voilà, vous avez en fait un tableau un peu général de Tyson, de son enfance, de comment est-ce qu'il est arrivé là où il est arrivé. Ses séjours en prison, disons, je ne sais plus comment on appelle ça pour les jeunes, mais en tout cas, voilà. Vous allez tout apprendre de Tyson avec des belles images. Et lui qui participe aussi, c'était surtout ça aussi. Oui, absolument, c'est un peu comme The Last Dance, ça veut dire que le fil rouge, c'est Tyson qui, aujourd'hui, donc en 2008, parle des moments qui sont à l'image. Et franchement, c'est vraiment prenant parce que voilà, Tyson, c'est le mec le plus réel du monde. Et du coup, le documentaire est vraiment, vraiment bien fait, il est entraînant, il est très bien réalisé et vous allez apprendre énormément. Eh ben, parfait, mon cher Rust. Et puis il y a notamment justement cette fameuse rivalité avec Evander Holyfield qui permet de faire justement la transition, parce que j'ai énormément de sympathie pour ce cher Evander, parce que franchement, il a été... Enfin, vraiment, moi, je l'adore, parce que,
En fait, j'adore les mecs qui sont deuxièmes à chaque fois. Qui sont deuxièmes ou qui ont vraiment toutes les cartes en main pour être premier, mais parce qu'il y a un gars qui prend toute la lumière et pour des raisons, la plupart du temps, c'est des trucs. Par exemple, le fait que Mike Tyson soit une superstar, vous pouvez dire ce que vous voulez, et que Holyfield soit complètement écarté de ça, ça n'a aucun sens. Parce que vous avez d'un côté un espèce de bad boy qui va voir des putes, qui prend de la coke à foison et qui est complètement ingérable, que tout le monde adule, et de l'autre, un mec qui a été parfaitement éduqué par sa mère, qui lui a transmis des vraies valeurs, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui affronte absolument tout le monde, qui a nettoyé la catégorie cruiserweight, qui a ensuite monté, qui fait toutes les choses bien, qui parle superbement bien à la caméra, mais tout le monde s'en bat les steaks. Si on vous dit ça, vous allez dire, mais ça n'a pas de sens. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime bien ces mecs-là. Et donc, bref, donc il y a par rapport à ça, donc on parle bien évidemment des vendeurs dans le documentaire Tyson, parce que ça a été une grosse partie, mine de rien, de la carrière de Tyson, cette rivalité. Mais il y a aussi donc 30 for 30, qui est une série documentaire d'ESPN, encore eux, qui est vraiment à voir, où justement ils se concentrent sur des épisodes du sport autant que vous voulez, et dont notamment Evander qui a chassé Mike Tyson pendant des années et des années, et finalement, et Ross, je pense, va être d'accord avec moi là-dessus, les deux combats sont arrivés un peu tard dans leur carrière. Un poil trop tard, ouais. Ouais, bah parce que Tyson n'était plus exactement le Tyson machine à tuer des débuts, mais c'est normal parce que tu peux pas maintenir un tel rythme d'entraînement, tu peux pas maintenir une telle discipline pendant des années. Enfin, vraiment, c'est d'ailleurs pour toi, ouais. D'ailleurs, justement, pour toi, est-ce que c'est une question de impossible à maintenir cette discipline d'entraînement, le fait qu'il y ait eu personne pour réussir à le gérer, qu'est-ce qui explique ça pour Mike Tyson? Parce que mine de rien, son déclin, bon, bien évidemment, il y a eu la peine de prison, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes au niveau de l'âge, ça s'explique pas forcément. Bah, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant qu'on a cette espèce de comparatif avec Michael Jordan. Mais en fait, parce que du coup, j'ai vu des documentaires, j'ai lu ses autobiographies, etc. Et en fait, j'ai l'impression que. Alors, déjà, il y a eu le fait qu'il a retrouvé une figure paternelle avec Cus D'Amato, qui est parti, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, avant Cus D'Amato, Michael Jordan. Michael Tyson, pardon. Avant la mort de Cus D'Amato, Mike Tyson, voilà, il était discipliné, il faisait pas un pet de travers, il était vraiment, c'était la machine de guerre, mais parfaite, parce qu'il n'avait pas tous les à côté, parce que vraiment Cus D'Amato, qui était quelqu'un de brillant, mais même au niveau psychologie, savait exactement comment être avec Tyson pour qu'il ne parte pas complètement en sucette. Sauf se calmer, je crois. C'est Lennox Lewis qui avait parlé de ça, justement, quand il avait fait des sparring avec Mike Tyson, où il avait dit que D'Amato, il avait été parfait pour ça, mais il lui avait pas appris ce bouton off, en fait. Il lui avait appris que le on pour détruire, mais une fois que tu as détruit quelque chose, redescends un petit peu. Et il lui avait jamais appris ça. Mais je sais plus où j'avais lu ça, en gros, le fait que... en fait, c'est un peu un échange, parce que si tu fais ça et si tu lui crées un bouton off, en gros, en quelque sorte, après, tu le tamises un petit peu plus, et ce qui est plus compliqué après, parce que tu n'as pas la même furie une fois que tu es dans le ring. Je sais plus, et je sais plus si c'est Cus qui avait dit ça, donc à prendre avec des pincettes, mais ça aurait du sens. Et effectivement, il y a Cus D'Amato qui était donc, en gros, c'était vraiment le tuteur, mais par définition, c'est-à-dire que de la même manière qu'une plante, c'est pas un putain de tuteur, elle commence à plier comme un sale roseau, tu vois. Et là, c'est pareil, Tyson avait ce tuteur. Il a eu, maintenant, on sait l'enfance qu'a eu Tyson, qui était, mais vraiment, c'était une enfance désolée, quoi. C'était la folie, son enfance à Tyson. Ça peut pas faire quelqu'un d'équilibré au niveau de ses barrières psychiques, au niveau de la manière dont il s'est construit. Et il avait trouvé cet équilibre avec Cus D'Amato. Et alors, il y a plusieurs choses. C'est jamais unifactoriel, mais il y a eu Cus D'Amato. Il y a eu aussi le fait que, avec le succès, vient évidemment, l'argent, vient les femmes, vient la drogue, vient tout ce qui est extérieur. Et c'est vrai que là... Don King aussi, mine de rien. Putain, Don King. Et c'est là où, en fait, le rift, le canyon se fait probablement, et il y a de grandes chances avec Michael Jordan, c'est que Jordan, il a eu une enfance très équilibrée, des parents aimants, 2 parents, des frères qui étaient là, et c'était une compétition, même si c'était acharné, c'était sain. Donc il a été vraiment formé de façon équilibrée, Michael Jordan, et c'est peut-être ça qui lui a donné de meilleures bases pour constamment rester dans le cadre, entre guillemets. C'est ça. Et tandis que Tyson, c'était tellement la folie et erratique son enfance qu'il n'a pas pu se construire les bonnes barrières pour dire non au bon moment. D'ailleurs,
il en parle dans The Last Dance, Michael Jordan. Il dit au début, quand il est arrivé, je ne sais plus dans quelle équipe. C'était les Bulls, avec les Bulls. Ah, c'était les Bulls. C'était pour avec la pré-saison. Il a toqué là. Complètement. Ok, parce que non, NBA, c'était le Far West à cette époque-là. Ben, c'est ça, et du coup, mais c'est vachement symbolique parce que Michael Jordan, qui est arrivé à un moment donné, c'était le rookie. Oui, tu as raison. Et évidemment que tu as raison, moi j'y connais rien en NBA. Mais en gros, c'était le rookie, et donc il arrive dans l'équipe, il toque à la porte un soir pour voir où en était l'équipe. Il arrive, et là c'est Sodome et Gomorre, tu vois. Enfin, tu avais des femmes d'un côté, la coke de l'autre, des mecs qui faisaient je sais pas trop quoi. Et là, il a dit non, en fait. Il a vu ça, il a fait ok, ce sera pas pour moi. Il a fait demi-tour, il est parti et il a fait son truc dans son coin à partir de ce moment-là. Ça, il y a fort à parier que dans la même situation exacte, à ce moment-là, Tyson, ça devient un massacre. Les femmes, il en prend 4, la coke, il prend tout. Donc voilà, c'est là où c'était compliqué. Il a pas eu les bons rails, probablement. De coke. C'est vrai, très mauvais choix de mots. Il n'a pas eu les bons guides, les bons rênes pour pouvoir tout simplement appréhender sa vie de façon équilibrée, Tyson. D'où l'importance, comme le dit la maman de Michael Jordan, de l'éducation avant tout bordel de Dieu, quoi. Complètement, et c'est exactement ça, mon cher. Donc le combat est finalement arrivé, et le documentaire Sorti for Sorti vous raconte tout ça, et c'est pour ça aussi que j'ajoute que j'aime beaucoup, par exemple, un Deontay Wilder, et tous ces mecs-là, on va dire, qui, même si j'apprécie beaucoup Anthony Joshua, c'est les mecs qui sont obligés, mais pour eux-mêmes, justement, de se dire, j'ai besoin de battre les meilleurs pour me regarder dans la glace et dire, bah, effectivement, je suis le meilleur. Et on commence à voir ça un petit peu chez Joshua Miller, maintenant qu'il commence à dire, bon, bah, ok, là, faut quand même que je commence à niquer des mères, parce que c'est bien beau d'avoir tous ces millions, mais c'est ça, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience de sa part de se dire, ok, j'ai gagné 60 millions de dollars pour la revanche contre Ruiz, je suis le mec le mieux payé, le mieux entouré, c'est moi qui ai le contrat avec Under Armour, avec Beats, avec Bulk Powder, enfin bref, il a les contrats avec absolument tout le monde. Sky Sports, j'ai regardé les chiffres, mon cher, c'est absolument monstrueux, mais vraiment monstrueux. Il a fait 1 500 000 pay-per-view au Royaume-Uni pour la revanche contre Ruiz. Juste au Royaume-Uni ? Au Royaume-Uni. Non, mais c'est... Non, mais Joshua aujourd'hui, vraiment, je pense que personne ne peut se rendre compte à quel point il pèse, parce qu'il y a son contrat avec DAZN qui est absolument monstrueux, où au minimum, il touche 20 millions par combat, plus Sky Sports, où à chaque fois, par exemple, le premier combat contre lui, je crois qu'ils étaient à 800 000, le combat contre Joseph Parker, c'est là où il a battu son record de pay-per-view. C'est pas Klitschko contre Parker, parce que c'était l'unification pour la ceinture WBO, il est à 1 800 000, plus le Principality Stadium qui est rempli à 80 000 places, plus la diffusion internationale. Enfin, c'est délirant. C'est Joshua aujourd'hui, je pense vraiment, on ne s'en rend pas compte. Le gars, il a un pays derrière lui, mais un pays qui raque. Il y a un pays derrière lui. Non, mais c'est ça. C'est bien beau d'avoir la France, l'Espagne ou je sais pas trop quoi, mais quand vous avez un pays où vous êtes sûr que les gens, ok, les pay-per-view au Royaume-Uni, c'est pas 70 $ comme au States, c'est 20 $, mais tu as quand même 1 500 000 personnes qui payent 20 pounds, pardon, c'est même pas dollars, c'est 20 pounds, pour pouvoir vous voir, plus ensuite qui remplissent le stade où la place est en moyenne à 100 pounds. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, il s'est dit, bon, bah ok, il faut vraiment que je me mette à accélérer là-dessus. Et justement, il a donné sa liste de sinon, mon cher Rust. Et donc, c'est sinon. J'étais assez surpris parce qu'il y a il y a Ortiz, Wilder, Fury et Usyk. Donc là, c'est un petit peu classique. Jarrell Miller ensuite. Ça m'a un peu surpris parce qu'aujourd'hui, il est un peu laissé pour mort. Et Adam... putain. C'est un mec qui a perdu il n'y a pas longtemps, c'est un espoir en fait qui remplit tout le temps le Barclays Center, et qui s'est fait mettre KO récemment, et c'est assez marrant qu'il l'ait mentionné aussi. Mais enfin bref, tout ça pour dire que là, je pense que chez lui, il y a cette volonté d'affronter tout le monde, et ça fait plaisir, parce qu'avec Rust, on est assez triste un peu de ce qui se passe en boxe, on ne le dira jamais assez. Bah ouais, en fait, c'est... On comprend, et on comprend tout à fait que ça fasse partie de la vie d'un athlète et du sport que de devoir faire du bif. Mais quand c'est trop calculé et calculateur de la part des acteurs qui sont dedans, ça devient moins intéressant en fait. Parce que nous, on n'est pas dedans pour ça. Nous, en tant que fans, on est dedans pour voir des gens qui font des trucs de ouf, pour voir les meilleurs performeurs de la planète et pour voir les meilleurs qui affrontent les meilleurs. Et quand c'est un peu écorné par cette espèce d'amour du bif, eh ben, c'est forcément décevant. Et là, avec cette espèce de retournement au niveau personnalité, c'est pas vraiment un retournement, c'est vraiment...
Voilà. Une Il a prise eu de tout conscience, peut-être aussi. Ouais, t'as raison. C'est plutôt une prise de conscience. Parce que voilà, il s'est rendu compte que, OK, bon, bah, c'est bon, j'ai tout en fait là. Donc là, je pourrais m'arrêter sur les 15 générations suivantes des enfants de mes enfants. Bah, ils sont tous millionnaires déjà, si je veux. Donc il s'est dit, voilà, maintenant, OK, ce pourquoi je suis rentré dans la boxe, c'est parce que j'aime la boxe. Je veux prouver que je suis le meilleur. Allons-y. Et bah, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Et je pense aussi, et c'est là aussi que c'est bien a blessing in disguise finalement cette défaite contre Andy Ruiz, parce que je pense qu'il s'est rendu compte t'as pas besoin d'être invaincu pour être un grand heavyweight. Et tu regardes tous les plus grands heavyweights, ils sont tous perdus de toute façon, à part aussi Marciano bien évidemment, mais ce qui veut dire que voilà, là il a regagné son titre, il y a eu ces 2 combats contre Ruiz qui étaient bien. Maintenant il peut avancer un petit peu plus sereinement. Et c'est vrai que pour nous, je pense que c'est d'autant plus frustrant. Après, je sais pas, là, ce serait aussi intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Pour nous qui avons grandi en étant soit fans de MMA, soit fans de kickboxing, donc avec les grands prix au K1, les tournois au Bellator, au Pride. N'importe quoi. Les tournois du Pride, ou alors, tu vois, les compétitions NBA où vous êtes sûr, et c'est cela, je pense qu'aussi on a été énormément gâtés avec ça, d'être dans des époques où à chaque fois tu avais des superbes athlètes et où on te garantit que les meilleurs vont affronter les meilleurs. Et c'est vrai que pour moi, j'adore la boxe anglaise, mais quand je vois un mec qui est champion du monde, ou tu vois, peu importe les titres, tu vois, mais le gars va être champion, va être machin, et tu sais que c'est pas le meilleur qui l'affronte. Et moi, je trouve ça que c'est tellement frustrant. Donc quand t'as Michael Buffer ou peu importe quel mec, un lanceur qui fait ah bah ils s'affrontent pour tel truc, ou par exemple tu vois, bah, je sais pas moi, tel athlète en France qui combat pour la ceinture de champion de France, et tu dis mais putain il y en a 3000 autres qui sont français, qui sont meilleurs que lui, et là vous faites le truc de France, c'est même pas vraiment pour la suprématie. Moi c'est d'une frustration. Mais enfin tu vois, bah, par exemple quand Souleymane Sissoko avait combattu pour la ceinture de champion de France, j'étais hyper content pour Souleymane, mais il était favori. Si tu combats pour la ceinture de champion de France, bah, tu combats Soro, même si bien évidemment ils sont pour des trucs différents. Je sais très bien que Soro aujourd'hui n'a aucun intérêt à combattre pour la ceinture de champion de France, mais je veux dire, dans les autres sports comme le MMA et tout ça, quand tu combats pour un truc, bah, tu sais, c'est le meilleur qui affronte le meilleur. Là, en boxe, c'est tellement rare qu'on soit dans des situations comme ça que c'est un peu frustrant, on va dire. Voilà, mais la dynamique change. Mais ouais, mais la dynamique change. Est-ce que tu penses que la dynamique va changer pour de bon? Parce que c'est comme Lomachenko, Rust est un fan absolu de Lomachenko. Mais c'est vrai que là, on est à un point où en fait, tu vois, on voit les combats qui fait, tu sais, les gens se disent juste, ah bah ça va être un test intéressant. Qui a envie de voir ça? Ah non, mais c'est quand vrai. On voit McGregor ou quand on voit Habib, bah quand Habib affronte McGregor, quand Habib affronte Dustin Poirier, quand Habib va affronter Tony Ferguson, on est juste en train de se dire putain, il y a moins qui perdent, il affronte le meilleur de la planète dans sa catégorie, c'est chaud. Je suis fan de Habib, je dois voir ce combat-là. Je suis fan de ni l'un ni l'autre, j'ai envie de voir parce que c'est les meilleurs qui s'affrontent. On n'est pas dans un truc où comme voilà, Joseph Parker, Andy Ruiz quand ils sont affrontés pour la ceinture WBO mondiale, honnêtement, à ce moment-là de leur carrière, les deux, c'est pas normal qu'ils puissent prétendre un titre mondial. Bah non, le titre mondial, c'est censé être pour les meilleurs. Et moi, vraiment moi ça me révolte parce que tu dis, quel est le problème à être dans une situation comme l'UFC ou comme toutes les autres organisations de kickboxing et tout pour dire, bah vous vous affrontez pour être le contender numéro 1 ou pour le numéro 2 ou pour le numéro 3. Parce que du coup, t'es numéro 3 et tu peux dire, bah je suis fièrement, comme Francis Ngannou aujourd'hui, je suis numéro 2 heavyweight et on ferme tous notre gueule parce qu'on est ouais ok non mais tu te dis t'es numéro 2, on sait ce que ça veut dire. En boxe aujourd'hui on est dans une situation où soit t'es champion ou soit tu t'appelles Jarrell Miller et on sait tous que Jarrell Miller il est pas très bon tu vois, mais t'as plus aucune crédibilité, soit t'es champion soit t'es un contender, mais contender mais de toute façon c'est là où le MMA fait toute la différence, hein. C'est là où le MMA vraiment ils ont pris le large, c'est que les fans savent que de toute façon quand tu as un combat pour le titre, à part des exceptions vraiment quand c'est vraiment très politique, etc., mais ils savent que de toute façon, les meilleurs affronteront les meilleurs. Et c'est là où, à mon avis, ils font la plus grosse différence dans le monde des sports de combat. Ouais, complètement. Et vraiment dommage. Franchement, on en avait parlé avec Ali. Moi, ça me révolte parce que c'est voilà, le combat Jarrell Miller-Joshua. Si vous allez le voir, vous allez le regarder forcément. Mais vous savez que le mec, c'est une cible statique. Il est énorme. C'est parfait pour Joshua. Donc ta question, ça va juste être de se dire est-ce que Joshua se fait toucher? C'est juste ça. Sinon, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On sait déjà qui va gagner. Donc bref, c'était pour revenir donc à Evander, voilà, qui voulait affronter tout le monde. Et c'est vrai que ça fait plaisir justement d'avoir des documentaires qui sont en plus étayés.
on va dire, de véritables preuves autour de ça, parce que tous ces côtés mystiques et tout, c'est ce qui est bien avec ces documentaires sortis for sortis ou The Last Dance, ou ce dont Rust a parlé précédemment comme Choke, ou ce qui s'est passé pour Crocop, c'est quand vous avez des documentaires comme ça qui prennent, bien évidemment, c'est un petit peu biaisé, mais c'est pas biaisé au point où vous réécrivez l'histoire, parce qu'il y a un nombre tel d'intervenants qui font que forcément vous êtes un petit peu objectif dessus, donc c'est très intéressant. Et je voulais finir, mon cher Rust, sur, hop là, et je réapparais, sur le documentaire When We Were Kings. Est-ce que notre cher Rust... Oh non, oh non, oh mon Dieu. En plus, c'est horrible parce que, ce documentaire, je l'ai entendu, et en gros, j'ai entendu tout le monde, les Joe Rogan. Il me semble même que c'est Scorsese qui avait dit que c'était le meilleur documentaire de possible, enfin, sportif, etc. Et du coup, en gros, je dis à tout le monde, et tu l'as vu, When We Were Kings? Il paraît que c'est le meilleur documentaire sportif. Et en fait, moi, je l'ai toujours pas vu. Donc, non. Non. Et ben voilà. Et ben, pour vous dire, voilà, je vais être très honnête avec nos auditeurs et nos viewers. Je ne vous conseille jamais d'avoir des amis comme Rust et Polydomso, parce que ce qui se passe, c'est qu'ils vous conseillent plein de trucs très bien. Donc vous êtes leur ami, donc vous les regardez pour discuter avec eux. Vous avez le malheur de voir quelque chose d'intéressant, vous dire quelque chose d'intéressant. Ouais, je vais regarder. Et voilà, ça n'arrive jamais. Mais en tout cas, ouais, ce documentaire est superbe. Peut-être qu'on va... Ouais, je vais m'attirer les foudres d'une partie de nos auditeurs, mais moi, je trouve qu'il a un tout petit peu vieilli. C'est peut-être ça qu'on peut reprocher. Et puis, c'est vrai que nous aussi, on connaît tellement l'histoire de Rumble in the Jungle que finalement, tu vois, aujourd'hui, on n'en a pas... Enfin, je pense que la plupart des gens qui le découvrent aujourd'hui vont se dire ok, c'est très bien, c'est behind the scenes et tout, mais ils ont vu tellement de documentaires dessus, tellement d'extraits, tellement de machins, Ouais. que c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de trucs que vous n'avez pas vu, mais tu vois, c'est un petit peu comme quand on regarde, tu vois, les premiers films d'horreur ou ce genre de film-là, ou par exemple, quand vous allez regarder le Dracula avec Christopher Lee, vous allez vous dire ah ouais, bah, ça me surprend pas tant que ça, mais c'est parce qu'en fait, comme ça a une telle influence sur le reste du game ensuite. Ouais. C'est grâce à ce film-là que tous sont copiés ensuite et que, comme vous avez vu les documentaires récents, bah vous vous dites, ah bah il fait pareil, non, sauf que c'est celui-là qui était vraiment le premier. Et en plus, l'histoire est assez dingue parce qu'ils ont mis, je crois, 20 ans pour le boucler. En gros, quand il est sorti en 96, il est sorti parce que le mec avait réussi à réunir toute la thune, à payer tout le monde pour ça. Et d'ailleurs, oui, mon cher Rust, pour finir sur ce côté documentaire, on parlait des sons dans The Last Dance. Et ça permet de boucler la boucle sur When We Were Kings. Donc, ce qui accompagne tout le documentaire, c'est justement James Brown qui a fait son concert, donc c'est superbe. Et donc, dans The Last Dance, il y a les sons des années 90 qu'on kiffe tous. Et il en manque certains. Vous allez trouver qu'il en manque certains. Vous allez dire, mais pourquoi il n'y a pas ça? Et le réalisateur a dit, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, les sons des années 90 ont tellement samplé de morceaux que c'est impossible d'avoir les morceaux parce que tu vas prendre, par exemple, le mec qui disait, moi, je voulais avoir un son d'Ice Cube, je voulais avoir un son d'Ice Cube, comme il a samplé 50 artistes sur le son, le problème c'est qu'il faut demander aux 50 ayants droit, et le truc c'est que t'as même Ice Cube qui va lui dire en fait va pas trop demander parce que même moi j'ai pas filé la thune à tous les ayants droit pour faire mon truc. Donc en gros le gars il était hyper frustré parce qu'il dit il y a tellement de sons qu'on adore, le problème c'est que ça coûte hyper cher pour avoir un seul morceau et que même les artistes disent non bon, on va se calmer là-dessus parce qu'il y a moyen qu'on se prenne des procès aussi. Mais en tout cas par contre sur les premiers épisodes ils font quand même le taf. Ah, mais tellement. Non, honnêtement, il y a des passages, et je me maudis. En plus, quand j'ai vu le documentaire, j'étais en mode, putain, ce son, je le kiffe. Je me dis, ok, je vais aller le voir après pour me rappeler ce que c'est l'artiste, etc. Et j'y ai pas été. Mais il y a des passages qui sont, mais grosso modo, voilà, c'est des mini highlights dans le documentaire. Et c'est juste, ça fout une gaule, mais c'est juste du délire, quoi. Du délire. Bien, mon cher, je crois qu'on a été complet. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce podcast, mon cher Rust. Ben moi aussi. Du coup, il faudra faire un autre documentaire sur les autres documentaires sportifs parce que j'en ai pas mal. Oui, mais complètement. Mais là-dessus, même sur les combattants, des podcasts dédiés aux combattants. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on dit qu'on doit le faire. Mais des trucs. Et pour vous, pour être complètement honnête et transparent avec vous, c'est juste que pour l'instant, on manque de temps. Mais ça fait très très longtemps qu'on a envie de faire. Comme ce qu'on avait fait pour Paulo Costa, mais par exemple faire un podcast dédié à Mirko Crocop. On a bien le temps de le travailler avant, comme ça vous avez vraiment une super valeur ajoutée. Pendant 1 heure, vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur Crocop avec des anecdotes et tout. Mais pour ça, bien sûr, on pourrait vous en faire un comme ça en impro. Mais après, on regretterait, on se dirait, bah voilà, on peut pas appeler un podcast dédié à Mirko Crocop en ayant un certain nombre d'exactitudes, parce qu'à chaque fois on va vous dire mais il a gagné tel truc en telle année, il y aura 2 ans de décalage, enfin bref, faut qu'on les travaille ces podcasts là, et pour l'instant on a
On n'a pas le temps. Ouais, mais ça fait trop chier parce que putain, mais on a autant envie de les que peut-être vous avez envie de tout savoir sur certains combattants, mais Ouais. voilà, c'est tellement frustrant. Que, Mais ça, mais ça arrivera. Mais oui, Mais ça arrivera. Bien. Allez, à très vite. À la prochaine. Swear.